Parce que dans Audition publique, il y a deux parlementaires qui viennent débattre avec vous. Alors en l'occurrence, donc Mathilde de Panot de LFI et Jean-Raymond Hugonet, sénateur Les Républicains. On va commencer par Mathilde Panot parce qu'une question très précise sur le ferroviaire. Bonjour. Bonjour à vous. J'avais une question, bonjour monsieur le secrétaire d'État, j'avais une question sur la ligne Perpignan-Rungis, donc qui était le dernier train de primeur en France, donc qui transportait des fruits et des légumes. Vous aviez promis, monsieur le secrétaire d'État, le 30 octobre 2019, que vous alliez prendre très rapidement des mesures concrètes. Il avait été promis par le gouvernement qu'une solution allait être trouvée pour sauver cette ligne Perpignan-Rungis qui transporte 400 000 tonnes de fruits et légumes par an. Or, vous avez ostensiblement menti puisque la semaine dernière, 33 wagons réfrigérés ont été détruits et que depuis votre première déclaration, non seulement le train n'a pas roulé, mais ces wagons ont été détruits. Et la suppression de cette ligne veut dire 25 000 camions en plus par an, soit 80 camions par jour, ce qui est évidemment une aberration écologique, sociale et économique puisqu'il suffisait de 25 millions d'euros pour sauver cette ligne. Donc comment expliquez-vous cette aberration ? Alors, Madame Panot, je vous apprécie beaucoup, mais vous êtes deux fois imprécise. La première fois sur les wagons détruits qui n'existent pas. Ces wagons ne sont pas détruits. Les 33 wagons dont vous faites état sont des wagons d'Hermeva. Ils ne sont pas détruits, ils ne sont pas utilisés. Ils sont garés parce qu'actuellement, il n'y a pas d'activité pour eux. Et par ailleurs, ça renvoie aux vétustés de ces wagons, d'une manière générale dans le fret ferroviaire, qu'il faudrait très largement moderniser, ce pourquoi nous allons présenter un plan de modernisation du fret ferroviaire. Le deuxième sujet, c'est que, et c'est peut-être plus qu'une imprécision, c'est un procès d'intention, cette ligne Perpignan-Rungis, le train des primeurs, il avait été reconstruit. Il était prêt à partir début décembre. Il était prêt à partir, il allait d'ailleurs à Valenton, j'avais eu l'occasion d'expliquer à l'Assemblée nationale et ailleurs. Il se trouve qu'il y a eu une grève, Madame Panot, à compter du 5 décembre, une grève de 2 mois et demi. Que par ailleurs, je crois, vous avez soutenu au nom de votre parti politique. Donc si le train des primeurs n'a pas redémarré, c'est du fait des effets de la grève et absolument pas d'autre chose. Ce train, il était prêt à repartir de Perpignan pour aller à Valenton. Et nous avions fait un travail extraordinaire pour mettre les chargeurs, parce que le sujet c'était de pouvoir charger les trains autour de la table, et nous avions reconstruit l'offre. Donc voilà. Et maintenant, c'est inadmissible de dire que c'est de la faute des grévistes, que c'est absolument la vérité. C'est votre responsabilité, monsieur. Madame Panot, on peut avoir toutes les facilités de langage, mais la réalité, c'est que ce train était prêt à repartir. Il y a eu la grève, il n'est pas reparti. Et donc maintenant, le sujet, c'est effectivement de faire repartir le fret ferroviaire. Il y a plein de sujets et on ne va pas faire... Non mais là, en l'occurrence, le Perpignan-Rungis, est-ce qu'il va repartir ? Oui, mais ça renvoie à la façon dont on le fait repartir. Il faut le faire repartir maintenant de façon structurelle. Aujourd'hui, le bon mode de train pour le Perpignan-Rungis, c'est le transport combiné. En gros, mettre des conteneurs sur des wagons. Ça nécessite de faire des travaux de réhabilitation des quais à Rungis. L'État a dit, et nous le ferons, que nous sommes prêts à accompagner la modernisation de ces quais. Il n'y a pas de calendrier pour le redémarrage. Il y a un calendrier de redémarrage du fret ferroviaire. Nous avons un plan. Oui, mais je parle de Perpignan-Rungis, excusez-moi. Il n'y a pas de calendrier précis. Enfin, maintenant, on est dans une situation qui fait que soit effectivement on retrouve une solution temporaire, celle que nous avions créée pour décembre. Vous n'arrivez pas à répondre oui ou non. Mais si, mais je vais répondre parce que soit on veut une solution temporaire, telle que celle que nous avions créée en décembre, réussir à remettre en œuvre en théorie en décembre, soit nous voulons une solution structurelle. Moi, je pense qu'il faut une solution structurelle, et vous savez, si vous connaissez Rungis, qu'aujourd'hui, les quais ne sont pas en état pour accueillir du transport combiné. Si nous voulons faire du transport combiné, et notamment d'ailleurs étendre l'axe, faire Barcelone, Perpignan, Rungis, par exemple Anvers, qui est l'ambition de ce gouvernement, avoir des axes beaucoup plus importants, beaucoup plus grands, et amener d'ailleurs beaucoup plus de produits, et donc du coup renforcer leur pérennité dans le temps, nous avons à investir, et deux, à lancer des appels d'offres. Je vous le dis, nous avons beaucoup d'ambition pour le fret ferroviaire, beaucoup d'ambition pour cette ligne en particulier. Elle est plus que symbolique, elle est aussi un peu politique, et industriellement, il faut qu'elle fasse sens, il faut qu'elle trouve un équilibre économique. Mais pour l'instant, vous ne pouvez pas dire demain elle va démarrer, ou cet été elle va redémarrer, puisque... Comment j'ai pas entendu ? On ne peut pas dire qu'elle va redémarrer demain, puisque nous cherchons une solution pérenne, que ça nécessite des investissements assez importants. D'accord. Pas 10 ans. Pour l'instant, c'est une ambition politique invisible. Assez important sur le quai de Rungis. Et moi, je n'accepte pas ces procès d'intention que vous faites parce que je crois qu'ils sont assez décorés de la réalité que nous vivons. Maintenant, on va retrouver Mathilde Panot. Je vais vous demander d'avoir des questions un peu rapides parce qu'il faut qu'on retrouve un peu de temps. Mathilde Panot, votre deuxième question, elle porte sur le plan de relance économique et l'automobile en particulier. Oui, alors c'est des questions qui ont déjà été un peu évoquées avant, donc effectivement, je vais être rapide. Mais pas tout à fait, sur le plan de relance automobile, pas vraiment, on n'en a pas parlé.
Oui, tout à fait. Mais nous n'avons eu de cesse de demander des conditionnalités écologiques et sociales aux aides qui étaient données aux grandes entreprises. Et malheureusement, les patrons nous donnent raison. Et notamment le patron de Renault, auquel l'État a accordé un prêt garanti à la hauteur de 5 milliards et qui ferme son site de Choisy-le-Roi, qui est le seul site en France qui fait une économie circulaire, qui reprend des anciens moteurs et des anciennes boîtes de vitesse et les remet à neuf. Alors, officiellement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce n'est pas un plan de licenciement. Il n'y aura pas de licenciement sec. Ils doivent partir à 70 km de là. Donc, on sait que les compétences des salariés ne seront pas gardées parce qu'ils ne pourront pas aller à 70 km de chez eux, car les salariés ne sont pas déménageables comme des objets. Donc, c'est une crédibilité de l'État et de l'argent public dont il est question. Quand allez-vous assumer votre rôle de ministre ? Moi, je veux vraiment pas être polémique sur ces sujets. Je comprends parfaitement ce que vous dites et vous avez raison de dire que les salariés ne sont pas délocalisables tous, il faut traiter tout cela avec beaucoup de doigté sur le plan social. Et je crois que Jean-Dominique Senard, quand il dit « nous ferons ce plan sans souffrance sociale en accompagnant tous les salariés dans leur capacité à se former sur d'autres métiers, sur d'autres chaînes, à être mobile quand cela est possible », je crois qu'il prend les choses dans leur réalité. La crise automobile telle que nous l'avons vécue, elle nécessitait de faire deux choses. D'abord, d'amortir la crise telle que le secteur l'a subie de façon extrêmement violente, moins 90% de ventes d'immatriculation en avril, ça a été aussi très fort en mai, et il fallait relancer la consommation, ce que nous avons fait avec des dispositifs assez inédits, prime à la conversion, bonus électrique notamment. Mais ce que vous dites, Madame la députée, c'est pourquoi l'État n'intervient pas pour dire à Renault, attendez, ne supprimez pas d'emplois. De ce point de vue-là, nous avons réussi à relancer la consommation. Je crois qu'en 2 semaines, c'est plus de 36 000 primes à la conversion, par exemple, qui ont été activées. Et après, si on regarde un peu et qu'on dézoome si on essaie de se dire que ce qu'on essaie de construire maintenant, ce sont les avantages comparatifs, comme on dit en économie, de dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, alors même que cette industrie est mondialisée et très concurrentielle, et qu'on a des constructeurs qui sont extraordinairement bien organisés hors de l'Europe. C'est ça qu'il faut essayer de reconstruire maintenant. Et ça, c'est tout le soutien que nous faisons sur les véhicules électriques, le véhicule autonome, le véhicule connecté. Ça, c'est créateur d'emplois. Ces créateurs d'emplois qui, d'ailleurs, sont relocalisés en France pour certains. Vous savez que PSA a pris l'engagement de relocaliser beaucoup de ces emplois pour construire le véhicule hybride rechargeable. Et vous voyez, c'est de l'emploi pérenne. C'est à la fois l'industrie d'aujourd'hui. Vous financez même l'économie américaine avec l'argent public français, notamment avec Airbus. Mais dans ce cas-là, il faut être cohérent. Dites que vous voulez que Toyota, groupe français installé à Valenciennes, retourne au Japon. C'est ça que vous dites? Oui. Bon. L'activité industrielle en France. Non, mais vous dites, vous financez des groupes américains qui viennent vendre en France des véhicules, qui viennent créer parfois de l'emploi en France. Donc il faut. J'ai pas dit ça. Nous, ce que nous voulons. J'ai dit que Airbus devait faire un projet de développement en France et qu'avec l'argent public qu'il a reçu, puisqu'il y a eu 15 milliards pour l'aéronautique, a décidé de finalement donner le marché à l'économie américaine. Vous ne mettez aucune condition. Même en 2008, ils ont mis des conditions. Vous parlez d'un autre sujet. Oui, mais on ne va pas y aller sur le sujet parce qu'on n'a pas le temps. On ne va pas y aller parce que vous allez voir. Mais vous allez voir parce que c'est lié avec ce que va vous demander Jean-Raymond Hugonet. Oui, il y a eu un rapport paru récemment de Greenpeace, de Résistance à l'agression publicitaire et de Réseau Action Climat, qui vous appelle à interdire la publicité sur le secteur automobile, le secteur aérien et le transport maritime, donc sur les transports les plus polluants, notamment les SUV, le transport aérien. Nous l'avons proposé plusieurs fois à l'hémicycle. Ça a toujours été refusé. Pourquoi n'êtes-vous pas favorable à l'interdiction de ces publicités? Merci pour cette réponse, cette question rapide. Et la réponse sera aussi rapide. Réponse très rapide. Nous avons voté, et vous avez voté, alors peut-être pas, mais dans la loi mobilité, un certain nombre de mesures qui, par exemple, pour les pubs automobiles, font valoir les autres modes de transport, le covoiturage, etc., etc. Le malus automobile, notamment pour les SUV, prend en compte cette dimension-là et donc incite très fortement les Français à se détourner de modèles qui aujourd'hui sont plus mais pas question d'interdire la publicité. Non, mais je crois vraiment, il faudrait qu'on ait ce débat-là pas en 3 secondes. Parce que, parce que c'est un sujet important. Pour pas inciter, il faut interdire. Non, mais moi, vous voyez, interdire les pubs pour l'automobile, le maritime, l'aviation, ça renvoie au type de modèle que vous voulez. Moi, je pense que vous voulez des modèles qui ne sont pas nos choix de société, qui sont des modèles de décroissance d'un certain nombre de modes de transport. Je ne suis pas sûr de vouloir que l'avion, de mon point de vue, se regentrifie, que seuls les riches, comme dans les années 60, puissent prendre l'avion. Vous voyez, ça renvoie à des modèles de société qui sont différents, parce que moi, je crois que le fait de se déplacer, de rencontrer d'autres cultures, participe de la pacification des peuples. Je crois que vous défendez un modèle décroissant qui, à mon sens, n'est pas un modèle souhaitable pour la France. Alors,